vaste sujet que l'on va explorer avec Warda tous les deux, un petit peu un sujet de prospective, mais terriblement d'actualité, comment on essaie de vous le présenter dans la vision client. Bonjour capitaine, au regard de votre expérience intergalactique, pouvez-vous définir l'intelligence collective? Eh bien, le capitaine ne la définit pas. Oh, le son est coupé. L'intelligence collective, c'est la capacité humaine à collaborer autour de la définition, de la conception de manière intellectuelle. Et pourquoi ça prend une place toujours plus grandissante en ce moment, c'est que la société est de plus en plus dépendante à la connaissance. Et de ce fait, ça met complètement au centre l'apport de la collectivité sur la définition d'un contenu commun à travers le temps. C'est ce qu'aurait dit le capitaine si on ne lui avait pas coupé la voix. Donc l'intelligence collective, ça part un peu pompeux, hein, c'est un petit peu tout ça. On va essayer de rentrer dans des choses légèrement plus concrètes. Donc si je résume, l'intelligence collective suppose que chaque participant soit éligible à contribuer, à enrichir le savoir. En gros, la contribution en fait, n'appartient plus uniquement aux profils en fait, qui détiennent l'information, mais on a des profils en fait, tels que les évangélistes qui vont en fait, avoir une vision, ou encore les enquêteurs qui vont vraiment creuser les pistes, qui vont également apporter leur contribution. Donc c'est un premier changement fondamental. Les rôles dans l'entreprise vont subtilement quand même évoluer de gens qui possèdent la connaissance de la donnée à des gens qui ont des rôles un petit peu comme dans les réseaux sociaux. Et la difficulté, c'est que autant on voit bien les évangélistes qui vont faire la projection du futur produit, les guides qui vont encadrer le brief marketing avec un cadre réglementaire, par exemple pour un nouveau pays comme Vulcania, par exemple. Autant on va avoir une information qui va être très plurielle, très diverse, et qu'il va falloir structurer. Et il y a plusieurs plans de structuration. Alors pour l'ESCOM, ça va être un petit peu un défi parce que notre domaine historique étant le PLM, à l'origine, le PLM traditionnel, le PLM à la papa, qu'on présente encore il n'y a pas si longtemps que ça, et ce flux-ci. On part des fournisseurs, on agrège les données de matières premières, on génère des spécifications de produits finis et on s'adresse aux clients à travers un processus de développement produit. En fait, cette vision est à changer relativement sûrement vers ce sens-ci. D'abord, on a un flux qui va du consommateur au consommateur. La posture du centré consommateur qu'on a évoqué avec Charles ce matin. Et l'ensemble des autres éléments de la communauté sont des contributeurs. On ne va plus trop, dans le futur, raisonner sur de l'appel d'offres fournisseur, on est beaucoup plus sur du dialogue fournisseur. Un fournisseur qui va être capable de proposer des idées, d'enrichir la définition du produit, d'avoir des experts, on parlait de réglementation, mais des experts en positionnement de catégories par exemple aussi, qui sont capables d'être très contributifs à ce que sera le futur produit, mais à la fin, de toute façon, c'est le consommateur qui va de plus en plus tirer le besoin du produit. Donc le nouveau PLM, il va dans deux sens. Vous avez remarqué que dans la précédente flèche, on allait de gauche à droite. Ici, on va dans les deux sens, et y compris ce que j'appelle, dans mon jargon jean-christophien, le rétro-PLM. Le rétro-PLM, c'est de remonter la chaîne. Excuse-moi Jean-Christophe, t'as dit métro-PLM? Non, rétro-PLM. Ah d'accord, parce que pour un jour de grève, je trouvais un peu la référence déplacée. Oui, bon d'accord. Bon. Enfin non, rétro-PLM, un peu comme un rétro-planning. Vous imaginez la cible du produit et vous faites toutes les étapes en amont pour vous armer. Rétro, pas métro.
Bon, alors celui-là, il n'est pas nouveau, mais n'empêche qu'il est toujours brûlant d'actualité. La première contrainte à avoir une communauté digitale qui collabore sur l'intelligence produit, c'est que l'information soit continue. À partir du moment où on a une rupture de continuité entre ce que les fournisseurs vous proposent, le fait que ce soit mouliné par les gens de R&D, l'information dans le packaging, les spécifications, le e-commerce, si on a des ruptures à chacun de ces endroits-là, la collaboration se casse. C'est comme si on coupait le fil du téléphone. Donc c'est un prérequis absolu, et donc quand Charles parle de domaine d'application, d'application domain, c'est en particulier d'arriver à être absolument continu sur tous les flux entrants et sortants autour du phénomène produit. La difficulté de structuration, c'est que malheureusement, ça amène la SCOM sur des process métiers qui ne sont pas nos process métiers d'origine. Évidemment, il y a le développement produit. Donc d'ailleurs à ce sujet, c'est l'objet justement de ma présentation, donc je pense qu'on va pouvoir l'approfondir un peu plus tard. Bon, ouais d'accord, j'avais dit pas de métro PLM, un petit peu quand même. Donc on fera ça avec Warda tout à l'heure. Je lui laisse le plaisir de présenter l'essentiel, le premier de nos processus d'entreprise. Mais de plus en plus, à la marge, nous sommes rentrés sur des processus d'entreprise, je passe ces détails-là que Warda présentera tout à l'heure, sur des processus d'entreprise qui ne sont pas notre origine naturelle de développement produit. À la marge, à viser de saisir les spécifications venant des fournisseurs, on a dû créer un portail fournisseur, puis après Auchan, Intermarché, etc. nous ont mené à un cran en amont sur les appels d'offres fournisseurs, la définition des briefs de ce que l'on veut acheter. Et globalement, quand on regarde cette ligne de business, on se dit, en fait, l'ASCOM a tout à fait la capacité de continuer la ligne de métro. Je parle de 3 ans, hein, tout n'est pas immédiat. Dans la recherche de nouveaux fournisseurs, si j'avais une catégorie de produits qui orpheline, on peut tout à fait apporter les éléments de recherche qui conduiraient à la définition de nouveaux fournisseurs, et on espère lancer un partenariat avec la société Wabel, dont le métier est justement la mise en relation avec des fournisseurs de produits innovants. On espère aussi en aval d'être capable d'aider à la massification des coûts des matières premières. Si vous prenez le cas de Walmart, il y a la capacité à acheter de la marque nationale, à faire de la MDD, mais aussi à faire fabriquer. Je garde toute la propriété intellectuelle du produit et je n'achète que du temps de fabrication en usine. Moralité, de produit en produit, je suis capable d'acheter toutes mes matières premières sur tout mon portefeuille produit et de faire levier sur la massification des coûts de ces matières premières pour encore optimiser le coût de mes produits à la fin. L'ASCOM est tout à fait capable d'aider sur ce point-là. On espère le taquiner dans un futur proche. Un autre type de process d'entreprise que nous espérons adresser, voilà, ça vient gentiment, c'est le category management. Là encore, on est souvent en corrélation avec les gens du category management au moment de la définition des briefs produits. Mais si on monte quelques crans en amont, l'ASCOM doit être capable de recueillir les propositions de nouvelles catégories avec des méthodologies telles que le propose l'IMPP, et à partir du moment où on a l'ensemble des idées qui sont générées, les faire matcher avec ces catégories, rappelant que les propositions d'idées viennent à la fois des fournisseurs, des consommateurs, des industriels qui travaillent dans la communauté autour de l'entreprise. La capacité à écrémer parmi ces idées celles qui sont vraiment prometteuses et d'arriver à aider la définition de stratégies autour des assortiments des différentes catégories. La condition sine qua non à ça que l'on a introduite avec Charles tout à l'heure, c'est le calcul.
Dans l'ESCOM, jusqu'à maintenant, à part passer par Excel, on n'avait pas beaucoup de capacité de calcul, et c'est clairement un verrou que l'on va lever dans les tout prochains mois, avec l'introduction massive de ces calculs de point à point. Et en particulier, tout à l'heure, je décrirai cette bifurcation. Est-ce que je fais fabriquer mon produit? Est-ce que je fais un produit de MDD si je suis un distributeur? Ou est-ce que je me lance sur la marque propre? Un autre, donc après on a la branche appel d'offres classique, on a la branche de dialogue avec les magasins pour l'allocation des quantités sur ces différentes catégories. Là encore, au début, l'ASCOM se disait c'est plutôt le job des ERP, des outils un peu financiaro, enfin associés à la finance et à la supply chain. C'est pas nécessairement faux, mais sauf que dans une phase jeune de la définition du produit, les données sont encore beaucoup trop instables pour être compatibles avec le rythme de variation d'un ERP. Et vu qu'on est capable désormais de faire du calcul relativement simple et de consolider l'ensemble des éléments, pourquoi pas l'ASCOM là-dessus? D'autres éléments, on fait beaucoup de tests qualité désormais, mais les panels testing seraient à apporter, et on pourrait, je reviendrai à cette matrice-ci plus tard, on pourrait même penser s'adresser à la gestion de promotion un jour pour arriver au tableau de bord sur les fournisseurs les plus performants et malheureusement les moins performants, ce qui peut reboucler avec la stratégie d'assortiment. Voilà. Donc, bref, des ambitions sur cette chaîne du category management au-delà de la chaîne de développement produit et de la chaîne de sourcing. Alors, à la fin, je sais qu'il fait un peu peur, mais c'est pas le grand Paris, mais c'est le grand LASCOM. Alors, rétro-PLM, métro-PLM si vous voulez. Mais dans l'esprit, tous les éléments où on a déjà des stations communes entre lignes existent à l'heure actuelle. Mais il est clair qu'on sort de notre seule prérogative de développement de nouveaux produits en s'adressant plus largement au domaine d'application de vous, nos clients. Et on essaie, comme Charles le proposait, de, en standard, couvrir le maximum du fonctionnel qui vous intéresse, tout en gardant cette capacité d'être souple aux bordures. Le dernier élément, c'est qu'il y a des prérequis. Pour structurer, une fois de plus, la grande quantité d'informations qui va nous venir de l'écosystème, on va devoir passer par quelques contraintes. La première des capacités que l'on explore, que Charles m'a fait voir dans l'intimité de notre bureau, c'est explorer un petit peu ce que l'intelligence artificielle nous permettrait de faire. En particulier, un cas très concret, c'est devant la grande masse de données qui va nous arriver, comment être capable de pré-analyser ces données, à viser de les exploiter en tant qu'information. Donc ce qu'il a fait, c'est grosso modo en partant d'une photo de packaging, ou un système qui reconnaît les caractères pour en faire la liste des éléments, ça c'est simple, hein. Mais là où on commence à voir quelque chose de très intéressant, c'est qu'avec le petit composant d'intelligence artificielle qui est utilisé, les données récupérées par reconnaissance de caractères étaient mappées avec les contenus de notre librairie. Pour la première fois, des gens qui ont une grande migration, je pense à certains de nos distributeurs qui nous ont adoptés il y a longtemps, plutôt que de ressaisir toutes les spécifications de tous les produits, on voit un petit peu de lumière au bout du tunnel où on aurait un système un peu automatisé qui ferait le matching entre de la reconnaissance d'éléments par caractère et nos librairies et mapper ça directement. Donc ce n'est qu'une première petite idée de ce qu'on peut faire pour exploiter la grande masse de data à viser d'en faire de l'information viable. Le deuxième élément, donc, c'est le calcul.
de beaucoup embarquer ces composants de calcul. Donc là, on est sur le cas de la massification. J'imagine que le prix de mes commodités, le prix des céréales, le prix du sucre, etc. fluctue. Je veux en permanence recalculer toutes mes formules, aviser de savoir si j'ai encore des marges. On possède dans la SCOM les formules, les calculs de formulation. Il n'y a plus qu'à capturer le flux de commodités et on doit être capable de restituer tout ça. Autre contribution du calcul, le fameux aiguillage. Est-ce que je fais un nouveau produit? Est-ce que je fais faire de la MDD pour les distributeurs? Ou est-ce que j'achète de la marque nationale? Typiquement, on s'est beaucoup posé la question par rapport aux PIM. Les PIM très simples, peut-être très conviviaux à l'utilisation, qu'il a fallu rattraper au niveau ergonomie, mais dont on s'aperçoit qu'ils ne sont pas critiques dans l'information qu'ils gèrent. Or, nous, notre métier d'origine, c'est la criticité de l'information, et on s'est beaucoup posé la question, mais en quoi l'information doit être suffisamment critique pour la SCOM? Et en fait, si vous regardez cette matrice d'un prix Nobel d'économie, monsieur Krautschitz, avec un nom assez imprononçable, il y a deux axes, la difficulté à sourcer le produit et la difficulté dans la complexité du produit. Si c'est un cadran, c'est facile à sourcer et c'est facile à concevoir comme produit, clairement, c'est de la routine, c'est pas critique, les PIM sont pas trop mal dans cette zone-là. Par contre, tous les trois autres cas, on est pas mal. C'est-à-dire, ici, nous avons un composant qui est très critique et compliqué à fabriquer, mais donc il est facile de sourcer les composants. Par exemple, si on fait un petit parallèle avec la cosmétique, un flacon de parfum, on a tout à fait la capacité de le faire fabriquer, de posséder en propre toute la connaissance produit et de juste acheter des heures d'usine, entre guillemets, pour le faire fabriquer, mais ce qui va supposer de maîtriser les paramètres de fabrication, les Standard Operation Procedures, etc. Si c'est très critique et très difficile à sourcer, clairement, on peut passer sur une politique de MDD avec la capacité d'écrire toutes les spécifications, les exigences, les briefs marketing de plus en plus techniques. Et si c'est très complexe à sourcer, il vaut mieux garder la fidélité d'un fournisseur un peu critique, donc là j'étais par exemple sur de la vanille, et la façon de mapper dans la chaîne de sourcing les fournisseurs critiques doivent être aussi probablement gérés dans quelque chose comme la SCOM. Voilà, donc dernier élément qui est un composant remarquable, faut-il espérer, c'est cette capacité à générer de la collaboration entre pairs. Imaginons qu'un jour, pourquoi pas, ces grands clients de la SCOM, dont certains sont dans la salle, vont avoir des sujets communs. La traduction de certaines librairies en malais ou en chinois ou peu importe, ils ne sont pas concurrents là-dessus. Ils pourraient tout à fait utiliser une ressource commune et qu'une bonne fois pour toutes, ce soit fait. Des préoccupations réglementaires, etc. Et alors je sais que on m'a fait le reproche, ça ressemblait beaucoup à des spermatozoïdes, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de les changer, mais quelque part on féconde les idées avec, donc bon, je vais retomber sur mes pieds comme je peux. On voit bien que des gens sont des contributeurs métiers, ce qu'on appelait la plateforme de service tout à l'heure, où à la fois les consommateurs avec leurs idées peuvent arriver, mais des gens comme Mérieux vont pouvoir proposer de la veille réglementaire, une fois plus, à la demande. Des gens comme des fournisseurs, Monin, RFI, etc., sont capables de proposer des idées de nouveaux produits innovants. Et donc, grosso modo, l'ensemble de l'innovation du produit peut être stimulé fécondé, non, pour le coup, par l'ensemble de ces différentes sources de contributeurs de la communauté. Voilà, je pense qu'on est au bout presque. Si un dernier petit zoom, c'est une forme d'introduction à la présentation que vous aurez cet après-midi par Mérieux, d'un exemple de ce fameux composant de SaaS, software, non pas software as a service, mais service as a software, où on est bien d'accord que dans la SCOM, on est capable de calculer
les éléments comme le calcul du point vert, générer des fiches MSDS, etc. À terme, mais typiquement pour la veille réglementaire, pour ce qui est screening des substances par pays, comme backup, si vous voulez lancer un packaging sur une zone que vous ne connaissez pas et vous assurer que c'est OK, avoir un gros tampon en bas à droite, faire de l'appel en ligne à Mérieux, par exemple, serait une bonne approche et on travaille avec eux sur ce composant-là, on en parlera cet après-midi. Voilà, écoutez, tu veux présenter peut-être le... Oui, donc voici la couverture fonctionnelle. Donc, parmi nos clients, je pense que vous connaissez la plupart des fonctionnalités, donc notamment dédiées au business, R&D, procurement, quality et compliance. On avait mis en vert en fait les futures fonctionnalités qui n'apparaissent pas encore. Parmi les futures fonctionnalités, en fait, ce qu'on envisage, c'est vraiment d'enrichir les différents modules métiers en proposant donc des fonctionnalités qui vont permettre, par exemple, donc de gérer les promotions. Donc Jean-Christophe en a parlé tout à l'heure. Un portail qui cette fois-ci en fait permettrait, au travers notamment de la marketplace, de pouvoir récupérer notamment donc des informations de la part du client. D'autres telles que la gestion des catégories. Au niveau du procurement, on va retrouver des nouveautés, notamment avec notamment l'intégration avec GS1. Donc on sait tous que c'est un sujet très important, à la fois en fait pour les industriels et les retailers, pouvoir proposer un connecteur qui permette au standard GS1 de faciliter les interfaces entre les industriels et les distributeurs, et d'autres fonctionnalités également qui concernent la compliance et le module qualité, avec notamment des choses beaucoup plus avancées par rapport au labeling, des fonctionnalités concernant les tests, les panels, pardon, et un peu autour de la marketplace, le e-publishing et le e-regulatory. Donc là, proposer vraiment en fait des services qui vont permettre de faciliter la prise en compte de la réglementation, avec des services notamment grâce à des experts comme Mérieux qui vont en fait pouvoir apporter leur expertise pour tout ce qui concerne la conformité réglementaire. Alors, le problème ces nouvelles fonctionnalités que l'on espère étaient censées être de couleur pour que vous ne pensiez pas qu'elles soient déjà là, on est sur un horizon 3 ans, grosso modo, pour en arriver jusque-là. Certaines arriveront plus tôt, d'autres plus tard, bien évidemment. Voilà, donc en fait, moi, mon rêve, c'était que le développement de produits, ça finisse toujours plus ou moins comme ça. Ah, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Donc là, ils sont très contents, ils font hip hip hip, hurrah, bravo, vive le capitaine, et ça finit comme ça. Je ne sais pas si c'est très politiquement correct d'avoir choisi cette happy end, mais... En même temps, l'affaire Weinstein, je ne sais pas y faire allusion, mais oui. C'est le traitement des femmes, et là c'est une vulcanienne, alors ça compte pas. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci.